Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Avenir à domicile. Aujourd'hui, on va traiter un sujet qui me tient à cœur, comment rester connecté au terrain quand on dirige dans les services à la personne. Pour traiter ce sujet, je reçois Jean-Baptiste Zwanck avec un Z. C'est bien ça. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Florian. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ah bah oui, toujours là. Alors, tu es dirigeant du Temps Retrouvé, une structure qui est du côté de Toulon avec 3 agences. Donc toi, tu as une vision assez particulière de l'organisation, justement du management. Donc tu as testé des choses avec au début moins de succès que maintenant, où tu as trouvé, je pense, ton fonctionnement un peu croisière. C'est ça, nous on a bien testé chez nous. Ouais. Bah parfait, comme ça tu pourras partager l'expérience et partager les échecs et aussi les réussites. Donc on va parler autonomie, coordination, décision prise sur le terrain, parce que ça va être tout l'enjeu, comment faire remonter les enjeux terrain au niveau de la direction et au niveau même des personnes administratives ou des gens du bureau. Donc quand tu penses justement terrain aujourd'hui, qu'est-ce qui te vient spontanément ? Déjà simplement rappeler le terrain tel qu'il est. C'est ce à quoi je m'emploie tous les jours, donc c'est vraiment, bon, ça va être des banalités, je pense que tous ceux qui nous écoutent le savent, mais le quotidien de l'auxiliaire de vie, c'est un des quotidiens les plus compliqués, puisque ça allie la charge physique, la charge émotionnelle, la charge mentale. Vous pouvez être le matin en train de faire un ménage, d'astiquer dans tous les coins un peu partout, et l'après-midi accompagner une personne en fin de vie. Donc c'est ce côté-là qui est très très compliqué, avec les intempéries, la canicule, la neige, les transports en commun, les embouteillages si on est en voiture. Enfin bon, c'est vraiment un parcours du combattant tous les jours pour les auxiliaires de vie. Et donc c'est ce que je pense qui est utile à rappeler assez souvent à nos équipes et puis à tout le monde, quoi. Oui, parce que il faut le rappeler, donc toi tu fais des services ménage, bricolage, aide à domicile, donc c'est assez varié. On fait tout ça, on fait principalement axé quand même, on va dire 90% de dépendance handicap. Voilà. Ouais. Avec les difficultés de la région. C'est ça. À Paris, on a moins les montagnes. Ouais. Et justement, donc c'est quoi une journée type d'une auxiliaire de vie, par exemple ? Alors voilà, c'est ce que je te disais un peu. Tu vas faire 8h 10h un lever avec un petit déjeuner. Donc là, il va y avoir peut-être une prise de médicaments, donc des personnes peut-être un peu plus dépendantes le matin. Ouais. Ensuite, tu vas partir sur du 10-12, peut-être un ménage, quelque chose d'un peu plus classique. La pause repas, donc selon où tu rentres pas forcément chez toi, tu manges un peu sur le pouce, tu repars. Tu vas avoir soit un repas dans la foulée, soit encore un ménage, puis un coucher, donc une personne peut-être alitée. C'est vraiment des journées ultra variées en termes de charge physique, mentale et émotionnelle, quoi. Et puis il faut arriver à switcher dans tout ça, quoi. Et avec les changements, les annulations qu'il peut y avoir tous les jours, donc de pas savoir vraiment ce qui va se passer demain, les temps de trajet qui peuvent changer. Quand je t'écoute, t'as l'air de bien connaître quand même le quotidien des services à la personne depuis le temps, en tout cas du terrain. Donc, à ton avis, qu'est-ce que les personnes de bureau sous-estiment le plus ? En fait, le problème du middle management, c'est que eux, ils sont aussi dans cette activité un peu frénésique des arrêts, des absences, des remplacements, et ils ont peut-être pas le recul que je peux avoir moi sur ce dont on vient de parler. Donc après, oui, forcément, c'est le rôle du directeur d'agence de ressentir un peu quand cette anesthésie un peu arrive et de recadrer un petit peu les choses, quoi. Donc on va en reparler de l'anesthésie. Ouais. Et si on reprend justement, tu parles de personnel de bureau, tu peux, donc toi c'est quoi, 6, 8 Oui, alors on est une dizaine, donc on a 2 planificatrices donc qui gèrent les plannings et les RH. On a 3 coordinatrices, une chargée d'accueil et une secrétaire comptable. D'accord. Et une alternante en BTS.
D'accord. Donc, c'est plutôt les premiers rôles qui sont en lien direct avec les intervenants. Donc, la première partie qui va gérer le recrutement jusqu'à la partie contractualisation et la planification. Et donc là, quel est le ressenti où tu t'es dit, tu parlais d'anesthésie, on y revient. À quel moment tu t'es dit, oula, ils sont en train de se déconnecter au terrain? Deux petits exemples simples, tu vas voir, ça va te parler de suite. Je pense que ça va parler à tout le monde d'ailleurs, parce que ça arrive tous les jours. Hein. On fait un planning, 2 interventions. Mais en général, on met 15 minutes de trajet. C'est Google Maps qui décide. Mais Google Maps, c'est un algorithme. Ouais. Donc il est pas forcément toujours au courant des bouchons, de est-ce qu'il va y avoir de la place pour se garer, est-ce que une fois qu'on est garé, est-ce qu'il faut marcher encore 2-3 minutes. Donc ça crée un stress pour l'intervenante qui elle a ses 15 minutes. Elle est déjà dans son planning, ce qu'on a parlé tout à l'heure, donc ça lui rajoute un super stress de savoir si elle va arriver en retard, pas en retard. Donc elle appelle le bureau. Le bureau, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il se dit, moi j'ai mis 15 minutes, c'est Google Maps qui me l'a dit, comment ça se fait qu'elle vient m'embêter avec ça? Lui, il a fait son taf aussi. En fait, tout le monde a fait son taf, mais ça matche pas, quoi. Il y a la théorie et la pratique. Ça, voilà. Ouais. Mais personne n'a tort dans la situation, tu vois, donc ça bloque, quoi. Et une deuxième un peu plus donc sur la charge émotionnelle. C'était le mois dernier. Une intervenante donc qui nous explique qu'elle veut plus aller chez une bénéficiaire. C'était un accompagnement en fin de vie. Elle a perdu sa grand-mère il y a quelques semaines auparavant. Même situation, fin de vie, à domicile. Et elle nous dit, moi ça me va pas, j'y arrive pas psychologiquement à intervenir chez cette dame. Si vous pouvez me l'enlever. Les planificatrices, super, ok, pas de souci, on vous a entendu, il y a pas de problème. Du coup, on refait les plannings du mois prochain dans 2 semaines. Dans 2 semaines, vous ne l'avez plus. Sauf que elle, c'est pas dans 2 semaines en fait. Si elle a sa boule au ventre, elle est là. Ouais. Donc elle le voit le lendemain sur son planning. C'est un arrêt de travail, quoi. Donc tu vois. Et encore là, personne n'a fait mal les choses. C'est presque c'est de l'empathie professionnelle plus quoi. C'est vraiment se mettre à la place de la personne, et des fois on est un peu dans son cocon entre guillemets et l'intervenante est dans son monde et on sait plus l'impact réel que ça provoque. De prendre c'est pas long, hein. C'est 30 secondes, 1 minute de recul, de se dire voilà, j'ai ça comme situation, et de pas appliquer des consignes, mais de vraiment avoir ce ressenti en fait, cette empathie. Ouais. Parce que c'est pas un problème de compétences, ou est-ce que c'est un problème de communication avec les intervenants? Je pense que non, parce que c'est pas un problème de compétences. La communication est liée aussi, et puis quasiment toutes les collaboratrices du bureau ont été sur le terrain auparavant, donc elles le savent très bien. Mais c'est juste de prendre ce petit temps de recul, de dire attends, qu'est-ce que je fais réellement, quel impact ça a sur la vie de l'intervenante, quoi. Oui, c'est presque un problème de temporalité, je réalise vraiment ce que ça provoque chez l'intervenante dans son quotidien. Ouais, d'accord, ok. Et justement, donc du coup l'idée c'était de transformer ça un peu. Donc à quel moment tu t'es dit c'est plus possible? Est-ce qu'il y a eu un moment où finalement ce décalage est devenu trop intense pour se dire il faut que je revoie mon organisation? C'est difficile à estimer dans le temps. Moi, ce que j'ai jamais aimé, et c'est pourquoi j'ai créé la boîte, c'est j'aime pas quand les gens viennent au travail le matin avec une boule au ventre ou du stress, ou ils ont pas envie de travailler. C'est une accumulation, finalement. Ça arrive que t'aies pas envie de travailler le matin, c'est pas ça que je veux dire, mais que vraiment t'aies cette sensation où t'as pas envie d'y aller, où tu vas à rebrousse-poil, quoi. Et donc c'est à partir de là où moi, après c'est notre taf en tant que directeur, de se poser la question de comment on fait pour améliorer le quotidien, c'est de la QVT tout simplement. Comment je fais pour améliorer le quotidien de mes salariés, quoi. Donc c'est à partir de ce moment-là, après te dire vraiment un déclencheur, je pense c'est depuis la création. Hein. Oui. Tu dis il y a un problème, et en fait à un moment tu t'es dit c'est trop, quoi. À un moment il y a eu un sujet de plus et tu dis il faut que je change, parce que j'en ai marre de voir 1 personne, 2 personnes, 3 personnes avec cette boule au ventre. C'est ça, ouais. Et justement, cette organisation, du coup, ça
ça responsabiliser. Alors on est presque en équipe autonome parce que tu responsabilises du coup les personnels terrain. On en reviendra plus tard. Est-ce que c'est aussi une transformation de rôle d'autorité, de chef? Est-ce que c'est un rejet d'être avec quelqu'un qui soit au-dessus? Comment tu vois ce changement? Et ben du coup oui, si forcément si on continue dans ce sens-là et qu'on fait pas cette introspection, ça va dans le sens où on a ce rejet du chef qu'on voit assez souvent dans les structures. Ouais. Et je pense que c'est aussi ce qui a un peu conduit à la création des équipes autonomes, de se dire les décisions au bureau ne correspondent pas du tout au terrain, laissez-nous prendre nos décisions nous, on fait dans notre coin. Et c'est ce que j'ai pas voulu faire. Je me suis dit c'est un peu un aveu de faiblesse en fait de dire ok, on accepte que ça matche pas entre nous deux. Et faites votre truc dans votre coin et nous on fait le nôtre. Et ce que tu dis, excuse-moi de te couper, c'est que il y a eu deux forces finalement qui se sont rejoints, puisque il y a toi ta vision en tant que dirigeant qui t'est dit il y a un problème au niveau de déconnexion, d'anesthésie, de problèmes d'empathie des gens du bureau vis-à-vis du terrain, mais il y a aussi ce que tu disais, ce problème de manque d'empathie qui est ressenti du coup par les gens du terrain qui se sont dit il faut que ça change et est-ce que c'est d'eux-mêmes qu'ils ont proposé les équipes autonomes ou c'est toi qui as amorcé un peu un échange là-dessus? C'était ça s'est passé un peu à l'époque, on en parlait beaucoup. Buurtzorg. Ouais, je pense que c'est autour du Covid, alors un peu avant ou un peu après, je sais plus le situer exactement, mais c'est autour de là. Et du coup, je me suis dit mais comment on peut s'en inspirer, mais l'adapter un peu plus à notre structure à nous. Et, donc c'est là qu'est venue l'idée des référentes de secteur. Ouais. Donc qui sont des auxiliaires de vie 4 jours par semaine et qui sont référents de secteur 1 jour par semaine, donc au bureau. D'accord. Et qui nous permettent justement de raccrocher un peu le terrain avec le bureau, quoi. C'est le lien, quoi. D'accord. Donc tu t'es inspiré d'un modèle, donc c'est le modèle des équipes autonomes. Et donc juste est-ce que tu peux resituer la différence entre un peu le modèle peut-être équipe autonome Buurtzorg versus toi ce que t'as mis en place et les petites différences justement? Alors je suis pas un pro des équipes autonomes, mais de ce que j'en ai lu, c'est des équipes donc qui gèrent leur planning. Il n'y a pas d'hiérarchie. Qui gèrent leur planning, les absences, les remplacements en autonomie. La différence, nous, ce qu'on a mis en place, c'est que on a une équipe sur un secteur qui se gère en remplacement, tout ça, avec une référente qui fait le lien avec le bureau une journée par semaine pour remettre tout ça à plat, en parler avec les planificatrices, voir si tout est en règle avec le code du travail, si les changements sont ok, on a quand même gardé ce lien. Et puis ça nous permet aussi d'avoir, puisqu'on en a 4, donc 4 jours par semaine, chacune un jour, ça nous permet d'avoir chaque jour au bureau une auxiliaire de vie qui peut, quand elle entend une conversation au téléphone, quelqu'un qui vient, elle peut raccrocher un peu le terrain, dire attention là, ce que vous lui avez dit, ça va pas parce que telle et telle chose par rapport au terrain. Tu vois, ça raccroche un peu le terrain. Un peu délégué de classe. Ouais, en quelque sorte. Qui représente. En quelque sorte, c'est ça, ouais, la voix du terrain. Ouais. Et comment elle est choisie? Est-ce que c'est volontaire? Est-ce qu'elle est désignée? En général, nous, en administratif, on se concerte, on voit un petit peu l'ancienneté, la volonté, un peu tout ça, quoi. C'est proposer et puis après accepter ou non, mais c'est le bureau qui propose, ouais. D'accord. Donc il y a un temps imparti de coordination pour cette personne-là, et du coup, elle doit avoir. Est-ce qu'elle est payée pareil que les autres, ou est-ce qu'elle a un petit bonus justement pour l'encourager? Oui, un taux horaire majoré. Ouais. D'accord, ok. Et ça fonctionne bien? Ça fonctionne super. On a eu tout au début une référente qui n'a plus voulu continuer le poste puisqu'elle arrivait mal à trouver sa place entre l'auxiliaire de vie et le bureau. Donc c'est vrai que ça peut aussi faire un peu peur de savoir comment se positionner une fois qu'on est chez les bénéficiaires. Mais sinon, depuis, ça fait 5 ans maintenant, ça fonctionne super. Ouais.
D'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des effets sur l'attractivité de la structure pour mieux recruter parce que ça donnait envie? Est-ce que sur le turnover, ça a permis de fidéliser les intervenantes? Le turnover, je pense que on a bien eu 30% de moins sur ce qu'on avait avant. Après, c'est plutôt du ressenti. C'est compliqué à te dire vraiment des chiffres, mais on le sent au quotidien qu'il y a moins de friction, quoi. D'accord. Et sur le temps, justement, parce que les structures de service à la personne, des fois, se battent quand même sur le temps productif. Là, le fait d'avoir retiré du temps productif pour faire du temps de coordination, est-ce que ça a pas en fait pâtir les chiffres de la structure, ou au contraire, ça a permis de faire mieux? Nous, ça fait mieux dans le sens où sur leur journée de bureau, elles ont aussi des suivis qualité chez des bénéficiaires, des rendez-vous chez des bénéficiaires. Donc du coup, on fait beaucoup plus de rendez-vous. Les coordinatrices peuvent s'appuyer. Chaque coordinatrice en fait a 2 référentes. Donc peut s'appuyer sur des référentes un peu comme des assistantes de secteur. Donc non, pour nous, ça améliore la qualité nettement. Il y a pas de débat. On pourrait pas s'en passer maintenant. Ouais. Et ça, que ce soit du côté administratif ou du côté terrain, les deux ont dit très clairement meilleure organisation possible. Beaucoup l'administratif, le terrain, c'est compliqué d'avoir des retours, mais quand on a des retours, oui, ils sont très très positifs. Ouais. Ouais, parce que tu parlais quand même qu'ils avaient un besoin d'être connectés, d'avoir quelqu'un qui les représente. Oui, voilà. C'est ce que tu disais, un peu le délégué de classe. Ouais. Ouais. Et ça fonctionne bien. Mm-hmm. Ouais. Ok. Merci. J'aimerais parler maintenant plutôt de projection. Au-delà des organisations, ça peut être les organisations, sur le secteur du domicile. Et comment toi, tu vois le secteur sur les prochaines années, même si c'est compliqué d'avoir une boule de glace, une petite boule où on voit l'avenir, je sais. Une boule de cristal. Une boule de cristal, voilà, c'est mieux que c'est plus cher. Moi, j'aime bien la glace aussi. Donc une boule de cristal, dans ta boule de cristal, qu'est-ce que tu vois à 3 ans? C'est compliqué vu que ça change tous les 6 mois. Mais là, on est sur la bonne voie avec les services autonomie. Peut-être ce qui nous manque, nous, c'est de la coordination. Ouais. Donc c'était aussi la raison des référentes, la coordination, puisque je pense que la coordination, si nous on la pratique pas en interne, c'est compliqué après de la développer en externe. Donc c'est vrai que s'approprier cette culture de la coordination en interne avant de pouvoir l'ouvrir vers l'extérieur, c'est primordial. Et je pense que oui, il faut qu'on prenne notre place en tant que service autonomie comme pivot du domicile, quoi. Ouais. Et c'est dans justement que tu parles de service autonomie à domicile, la coordination a un rôle prépondérant avec le cercle de soins. Et à savoir que nous, il y a quand même, je crois, 600 000 auxiliaires de vie en France, 600 000 vigies du domicile, quoi. 600 000 personnes qui repèrent les fragilités en amont, avant les hospitalisations, avant les dégradations d'état. Donc c'est quand même bête de pas s'en servir, quoi. Ouais. Et souvent c'est ce qu'on voit. Souvent c'est ce qu'on voit sur le terrain. Bon, après c'est juste que ça a été fait comme ça. C'est la culture du sanitaire qui est un peu comme ça, qui a du mal à faire le lien avec le social. Et donc c'est ça que les services autonomie logiquement devraient pallier. Ouais. Et c'est ce que tu disais. T'as des gens qui sont vraiment dédiés à cette coordination aujourd'hui, que tu veux encore pousser, et tu veux aussi développer la partie coordination plutôt RH, où il y a plein d'acteurs au niveau RH. On sait que c'est un enjeu, et donc t'as un défi de faire gagner du temps aux personnes qui font du planning pour faire plus de coordination au niveau ressources humaines, quoi. Ouais, nous c'est vraiment notre maître mot là, la coordination, que ce soit côté RH ou côté terrain. Ouais. Je pense pour ces prochaines années, de toute façon, ce sera la clé, vu que on prend en compte une population au niveau du territoire. On s'occupe de personnes âgées, de personnes dépendantes, et forcément, il y a tout un tas d'acteurs autour, et on peut pas se couper comme ça, quoi. Oui, et par définition, les services à la personne, c'est un peu la vigie de ce cercle de soins qui sont présents au domicile, à côté de la personne, donc ils doivent faire ce pont avec toutes les personnes qui arrivent, qui partent, et aussi les établissements, etc. C'est ça. Donc il faut assumer ce rôle. Ok, je pense. Ouais. On va arriver à la fin. Est-ce que tu aurais un message à adresser aux dirigeants de services à la personne ou aux acteurs?
Du coup, c'est un peu ce que je viens de dire, hein, de pas hésiter à se coordonner avec déjà vos équipes terrain, parce que des retours, les auxiliaires de vie, elles en ont plein à nous faire tous les jours, et c'est ça qui nous permet après de nous faire des retours à nos partenaires, on va dire à l'hôpital, au SIAD, aux infirmiers libéraux, et c'est ça qui nous permet d'assurer le repérage et la prévention sur nos secteurs d'activité, quoi. Coordination, prévention, les maîtres mots qui vont nous suivre sur plusieurs années. Ouais. Je pense, ouais. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Merci à toi, Florian. Et merci à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro d'Avenir à domicile. Prenez soin de vous.